Bonjour, merci à tous les organisateurs et de nous recevoir. Merci à tous et je remercie également à ceux qui nous rediffusent et en particulier aux amis belges de Kairos qui m'ont fait ce joli dessin qui illustre bien ce que je vais vous raconter. Donc, moi, je suis statisticien et donc je vais vous parler de ce qui s'est passé d'un point de vue statistique. Donc, je ne vais pas vous faire de démonstration mathématique, mais voilà, mon angle, c'est de vous montrer les statistiques puisque finalement, quelque part, tout a démarré sur des histoires de comptage et on a fait peur aux gens à partir de chiffres. C'est une des nouveautés de ce qui s'est passé. On a utilisé les chiffres pour faire peur aux gens. Et les chiffres, les statistiques, comment est-ce qu'on fait pour les étudier ou pour en fabriquer? Eh bien, on commence à compter quelque chose. Ça démarre du comptage. Le comptage démarre d'une définition à chaque fois. Et selon ce qu'on a envie de vous faire croire, on choisit la bonne définition pour faire le bon comptage. Donc, tout part de là. Et donc, nous avons vécu une fraude statistique qui est une arnaque au comptage. Donc, je vais vous présenter donc, cette présentation en passant sur 5 points. On va d'abord faire un bilan, puis ensuite, on va comprendre comment on a manipulé le comptage, ce qui a servi à une désorganisation. Et on va passer ensuite sur le moteur de la fraude statistique depuis le départ, qui sont les fameux tests, et qu'on retrouve dans la totalité de ce qui s'est passé depuis le début. Et enfin, je viens de le rajouter, je suis désolé pour la traduction, mais quelques petites slides, puisque je sens un certain intérêt sur ce sujet, sur une autre manière de compter des effets indésirables dans la population. Je précise que tout ce que je vous montre est tiré des sites officiels de statistiques, Eurostat pour le niveau européen, INSEE en France. Je télécharge les données et je fais tous les graphiques et tout mon travail étant libre, exécutable, vérifiable par n'importe qui. Et tout ce qui est en dehors de ces statistiques-là vient de rapports officiels. Et tout ce que je dis sera consigné dans un livre qui devrait sortir avec toutes les sources, les références, tout qui est vérifiable, tout qui sera public. Donc d'abord, un petit rappel sur les 2 ans de pandémie. Moi, je suis statisticien, donc je fais un peu de démographie, c'est mon métier, et on a des méthodes pour savoir si les gens meurent plus ou moins que d'habitude, qui sont les méthodes habituelles. Je cherche les données et j'applique les méthodes habituelles, ce que personne d'autre ne semble faire au niveau des institutions depuis le début, ce qui est assez étrange. Et donc, ce avec quoi on a fait peur aux gens, c'est ce genre de courbe. Donc ici, j'ai pris la France. C'est le nombre de décès chaque année en France. Ça vous a été montré par Emmanuel là, tout de suite. Je ne vais pas trop insister dessus. Et on fait peur aux gens. Je ne suis plus dans le champ, désolé. Avec une courbe qui monte à la fin et un nombre fort de décès en 2020, en vous disant « mais c'est extrêmement grave, il y a plus de décès que d'habitude en 2020 ». C'est ça le discours. Et c'est exceptionnel. C'est donc qu'il y a une hécatombe qui tue des gens. Il se trouve que le nombre de décès augmente régulièrement depuis 2010 en France comme en Europe, puisqu'il y a la génération qui s'appelle des baby boomers qui vieillit. Illustration, ceci s'appelle une pyramide des âges, où vous avez pour chaque tranche d'âge le nombre de personnes, et on met les hommes à gauche en bleu et les femmes en rouge à droite. Et vous voyez qu'en 2000, il y a beaucoup de personnes qui ont moins de 60 ans, 50-54 ans. C'est toute la génération qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. La génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale a en partie disparu du fait de la guerre, et ensuite, il y a eu une explosion des naissances. Ces personnes-là, voilà, elles avaient dans les années 2000 entre 50 et 54 ans. 20 ans plus tard, la magie opérant, ils ont 20 ans de plus. Et donc, s'ils ont 20 ans de plus, le premier facteur de la mortalité dans la vie, c'est l'âge. On commence, on naît, ensuite on vieillit, et au fur et à mesure qu'on vieillit, le nombre de décès par âge ne fait qu'augmenter, il augmente même de manière exponentielle. Donc, plus cette génération vieillit, plus le nombre de décès naturellement constatés va augmenter. Et donc, quand on compare les décès d'une année sur l'autre, on ne prend jamais le nombre brut de décès, ça n'a aucun sens, puisque ça dépend du nombre de personnes qui sont là et de l'âge qu'ils ont. Et donc, il y a un calcul officiel qui s'appelle la mortalité standardisée par âge, qui permet de contrer ça
et de comparer des choses comparables. C'est ce que vous a montré Emmanuel. Pour la France, voici les décès bruts. Et si je mets la mortalité standardisée par âge, voici ce qu'on constate pour l'année 2020, qui est l'avant-dernière année 2021. L'année 2020, si on la standardise pour la comparer aux autres, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de la France. Et ce résultat est le même pour la quasi-totalité ou la totalité des pays européens. Je fais le calcul pour toute l'Europe en téléchargeant les données. Je l'ai fait aussi pour Israël pour découvrir où se situait cette hécatombe qui nous faisait tant peur. Et donc là, vous avez, par exemple, en Suède ou au Danemark, l'année 2020 en décès standardisé. Et pour ces deux pays, l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire connue. Pour l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, c'est la 2e année la moins mortelle de toute leur histoire connue. Et pour les autres qui sont dans d'autres couleurs, eh bien, c'est une année relativement normale pour la décennie ou au pire, un peu haute pour la décennie. C'est-à-dire que c'est quand même la 10e année la moins mortelle de toute l'histoire de ces pays. Il n'y a pas eu d'hécatombe nulle part en Europe en année 2020, l'année de la grande pandémie mondiale qui devait décimer l'humanité. C'est faux. Donc tout cela est faux. Alors ça, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché. Ça, c'était un graphique incompréhensible, donc ce n'est pas grave s'il ne s'affiche pas. Le principe de ce graphique, c'est que ici, je compare les pays par rapport à eux-mêmes. C'était pour montrer que voilà, finalement, 2020 n'est pas du tout une année d'hécatombe. Mais si je fais une autre standardisation et que je compare les pays entre eux, ça vous permettait de vous montrer que l'année 2020, finalement, a un écart extrêmement faible par rapport aux autres années et même dans le top des années les plus faibles de mortalité. Mais en revanche, si je compare les pays entre eux tout le temps, il y a des différences énormes, même au sein de l'Europe. En France, il y a eu 650 000 morts en l'année 2020. Si jamais la Bulgarie avait eu la population française en 2020, il y aurait eu 1 200 000 morts, puisqu'en Bulgarie, à âge égal, on meurt à peu près 2 fois plus qu'en France. Donc, si j'étais un organisme m'occupant de la santé mondiale, la seule chose que j'aurais à faire, c'est de réduire la pauvreté, les inégalités à la santé et au travail dans les pays qui en ont besoin, point barre. Les années comme 2020, de la soi-disant pandémie mondiale qui ont mis tout le pognon pour essayer de combattre ce machin-là, n'ont absolument aucun impact par rapport à la réalité qui existe dans le monde, des différences entre pays structurelles. Mais bon, visiblement, réduire la pauvreté dans le monde et améliorer les conditions de travail, ça ne rapporte pas de pognon. Ah ben voilà, c'était ce graphique incompréhensible. Bon, vous ne regretterez pas que je ne vous l'ai pas expliqué. Donc, premier résultat, voilà, il n'y a pas d'hécatombe nulle part. Deuxième résultat, on vous a dit, bon, les morts, d'accord, mais en fait, les hôpitaux étaient saturés. En France, il y a un rapport qui est sorti, le prochain devrait sortir d'ailleurs prochainement, mais le rapport sur l'activité hospitalière en 2020. Et tout le monde a vu, je pense, un peu partout, chez nous en France, en tout cas les médias, qui montraient des images. On voyait des médecins sur les plateaux télé qui disaient ouais, mes hôpitaux, moi, mes services sont pleins, il y a une saturation totale, on va refuser des gens. Avec des images, hein, on voyait des salles, ils montraient des gens intubés en disant regardez, tout est comme ça. Puis ils appelaient des services qui disaient que tout était saturé. Et puis il y a un rapport qui est sorti, c'était en octobre l'année dernière, sur le bilan de l'année 2020. Donc moi, personnellement, j'avais cru à ce discours, hein. Et là, le rapport nous apprend que en nombre de patients, le poids des patients Covid en France à l'hôpital, c'était 2%. Alors du coup, là, on se regarde, on se dit, ah oui, quand même, grosse saturation hospitalière avec le Covid. Donc là, non, c'est pas, comment c'est possible de faire une saturation hospitalière d'un système de santé avec en comptant 2% d'une certaine pathologie. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. On creuse un peu plus loin. Et là, ça nous dit, mois par mois, la barre orange, c'est la part du Covid sur l'activité, et en bleu, c'est l'activité totale. Donc, au pire de la crise française en avril 2020, la totalité des patients Covid à l'hôpital ont représenté jusqu'à 7% du total. 7% du total dans un cas où on avait foutu la moitié des patients dehors. Ça, ce sont les barres bleues. La barre bleue vous dit que
bah, sur cette période, comme on a arrêté toute activité hospitalière, les hôpitaux sont restés à moitié vides. Donc les hôpitaux étaient vides. Pendant qu'on vous présentait des images de saturation en vous parlant d'une pathologie qui saturait, les hôpitaux étaient à moitié vides. C'est ça la réalité. Et donc, on a 7% de Covid dans un hôpital à moitié vide, ce qui fait qu'en termes d'activité habituelle, ça fait 3% et demi. Voilà, au pire du cas de la crise. Et comme l'a dit Emmanuel, quand on regarde l'activité par rapport aux années précédentes, on ne sait pas cette slide-là, mais du coup, on se rend compte que l'année 2020, c'est en fait l'année de l'histoire où on a le moins soigné des gens à l'hôpital. Voilà. On l'a le moins utilisé. Ils y sont aussi le moins morts en proportion par rapport aux autres années, tout simplement parce qu'on ne les a pas accueillis. Et donc, on dit, oui, mais bon, d'accord, au niveau français, d'accord, mais du coup, il n'y a pas de saturation au niveau français, mais quand même, dans les régions, ça a été terrible. Donc ça, on a dans le rapport hein, le taux d'utilisation des régions. Et le record de part de séjour Covid sur activité totale, c'est l'Île-de-France qui a atteint le summum de 2,2% de Covid dans son activité. Voilà. Donc même au niveau régional, quand on descend, il n'y a pas non plus de saturation visible nulle part. Et on remarque en revanche, il y a la deuxième colonne qui nous dit l'évolution du nombre de séjours utilisés. Et vous voyez que, donc là, tous les hôpitaux, toutes les régions, on a fait beaucoup moins de séjours que les autres années, puisqu'on a foutu tout le monde dehors. Et il y a une corrélation parfaite entre le fait de foutre tout le monde dehors et de déclarer du Covid. Plus un hôpital déclare de Covid, et en fait, plus il a foutu de monde dehors et moins il a soigné. Il y a une autre corrélation aussi qui est la proximité avec le pouvoir. C'est très intéressant, et vous voyez, dans l'ordre, exactement le même ordre. Donc pareil, l'Île-de-France, près du pouvoir, qui a donné tout ce qu'il fallait faire, qui a dit comment il fallait soigner les gens, qui est en tête de ceux qui ont le moins soigné et qui ont plus déclaré de Covid. Et puis ensuite, vous avez un ordre qui est assez intéressant d'adhésion à cet ensemble de discours qui de la peur des différents responsables régionaux. Alors, il restait quand même, à la fin du rapport, quelque chose à s'agripper sur le fait de dire oui, mais non, mais ce qui était important, c'était la réanimation, les services de réanimation qui étaient pleins. Et dans le rapport au début, on voit que l'activité Covid aurait engendré une utilisation supplémentaire de 11% sur l'année des activités de réanimation. Donc là, on se dit à plus 11%. Bon, est-ce que vraiment c'est exceptionnel par rapport à d'habitude? Mais là, il faut rappeler un peu le contexte. C'est dans le rapport du Sénat français. Pour cette période-là de mars-avril 2020, le nombre de lits de réanimation ont été multipliés par 2, puisque les réanimations font partie des services de soins critiques, qui sont en 3 catégories, services de soins continus, services de soins intensifs et services de réanimation. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que les services de soins continus, maintenant, allaient être des réanimations. Donc, on double le nombre de lits. Donc, si on double le nombre de lits, mais qu'au final, on fait que plus 11%, donc ça, c'est que la partie pointillée est restée vide. Donc, on parvient à donner des statistiques catastrophistes en oubliant qu'on a démultiplié artificiellement le nombre de lits dans lequel on a mis des gens. Et donc, on dit on en a plus, mais on en a plus dans quel contexte? Dans un contexte où on a déclaré beaucoup plus de lits en réanimation. Voilà. Donc, il n'y a aucune saturation hospitalière. Alors, ni au niveau France, ni au régional. Il y a forcément des services qui ont été saturés comme tout le temps. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, le travail des médias, des politiques, c'est de n'interroger que cela et de le mettre devant l'écran de télévision pour dire que c'est tout le monde pareil. Et dernier cas, donc, voilà, où est l'hécatombe? Je ne l'ai pas trouvé. Où est la saturation hospitalière? Le rapport de la TIH me dit qu'il n'y en a pas. Où sont les malades? Donc ça vient du site de Laurent Toubiana, qui récupère les données de déclaration des médecins sur les épidémies habituelles, et notamment les épidémies dites grippales. Vous en avez une en noir, en bleu et en jaune, et les épidémies dites Covid-19, où on a les malades répertoriés par les médecins qui sont en rouge. Et donc ça, c'est donc le taux d'incidence, nombre de malades pour 100 000 habitants. Et voici ce qui est déclaré habituellement. Voilà. En épidémie de grippe 2014-2015, les médecins ont déclaré un peu partout en France à peu près 800 malades pour 100 000 habitants au pic de l'épidémie, alors que pour Covid, on arrive péniblement à 100. Donc, en termes de malades vus par les médecins, ils ne sont pas là non plus. Donc, où est l'hécatombe? Je ne l'ai pas trouvé. Où sont les hôpitaux saturés? Quand on a vu la télé, je ne l'ai pas trouvé. Et où sont les malades déclarés par les médecins habituellement? Ils ne sont pas là non plus. Donc, et ça, ce sont juste les statistiques qu'on utilise habituellement. Pour celui-ci, on peut nous dire, oui, mais on a dit aux gens de ne pas aller voir leur médecin, ce qui était certainement très intelligent d'ailleurs. Donc, les médecins, ils n'ont pas vu.
Ah oui, d'accord, bah, du coup, ils ont saturé les hôpitaux. Tiens, non, bah, du coup, ils sont morts en hécatombe. Bah, tiens, non. On a quand même un problème juste avec les chiffres habituels sur l'explication qui nous est donnée. Et donc, tout ça, ça part d'une prise en main du comptage. Et on va revenir quand même quelques instants sur comment tout a démarré. Et donc, tout a démarré par une épidémie, une quarantaine de malades déclarés autour de Wuhan. Donc là, on est en fin 2019 et où l'OMS tire tout de suite la sonnette d'alarme. Donc, on a 40 malades à Wuhan, une région de la Chine où on a une idée du taux de pauvreté et du taux de pollution. D'ailleurs, à cette période-là, on peut vérifier sur le site de qualité de l'air de Wuhan qu'on est dans un pic de pollution. Et on a des gens qui ont du mal à respirer à ce moment-là. Donc, on s'étonne tous. Hein, et donc, ça a été aussi abordé dans ce séminaire. S'il y a un prisme des autorités à ne jamais vouloir accuser quoi que ce soit, notamment la pollution, d'être responsable des maux des gens, mais qu'il faut absolument trouver un coupable qui est le méchant virus, eh bien, on ne va chercher que ça. Et c'est ce que fait l'OMS en disant que voilà, on a un problème. Et quelques jours plus tard, il y a un article qui sort en disant ah bah, c'est bon, on a trouvé le génome du coronavirus qui était responsable de ces 40 malades à Wuhan. Et en fait, on l'a trouvé sur un patient en faisant les analyses d'un seul patient. Alors, est-ce que je détaille un peu plus bas? Oui. Donc là, on est sur, et ça sort tout de suite, donc c'est-à-dire qu'on a 40 malades, qui sont des gens qui ont du mal à respirer dans certains contextes. Et puis ensuite, on prend un patient, on lui extrait un bout des poumons, et puis ensuite, on dit, bah, c'est bon, on a trouvé directement la cause. Alors, voilà, sur la totalité des causes possibles, on a trouvé une chaîne et on dit c'est la cause. Alors, on dit c'est la cause, et en plus, si vous lisez le papier, alors déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur les méthodes utilisées pour faire du séquençage et l'ensemble des incertitudes qui ont trait à la méthode. Donc, quand on est au point quand on a l'ensemble des incertitudes, on se dit que pour déclencher une panique mondiale sur la base d'un seul type, sur lequel toute la méthode de définition même de cette séquence-là est pleine d'incertitudes, on semble assez loin du compte de déclencher la panique mondiale. C'est pourtant ce qu'ils vont faire. Et quand ils donnent leur méthode, il se passe un truc très intéressant. Donc, le principe de séquençage, c'est on trouve plein de petits bouts d'ADN, si on veut, et ensuite, ces petits bouts-là, qui sont des millions, on n'est pas capable à la main de les rabooter, et donc on demande à un logiciel de le faire pour nous. Le logiciel, il fait deux choses. Il élimine les bouts qu'il considère déjà faire partie d'autres virus, et il raboote le reste, un peu comme Frankenstein. Et ils font passer ça dans un logiciel qui s'appelle Trinity, et Trinity dit, j'arrive pas du tout à rabooter les morceaux comme il faut, au maximum, je suis une ligne de 11 000 et ça correspond à rien. Ils font passer ça dans un autre logiciel qui dit, si, moi j'y arrive, hein. J'arrive à trouver un truc de 30 000, et donc c'est un virus, et c'est ça. Et sachant qu'il s'agit bien d'algorithmes, c'est-à-dire de personnes qui ont écrit quelles étaient les règles pour abouter les choses comme il faut. Donc, tout cela est discutable, et on voit bien que les chercheurs entre eux, qui ont codé les algorithmes, ne sont juste pas d'accord. Et donc, il y en a au moins un sur les deux qui dit, mais non, c'est pas du tout ça la cause. Mais comme on est dans un prisme où on cherche le coupable qui a forcément la forme qu'on veut lui donner, eh bien, c'est cette définition-là qu'on choisit. C'est cette définition-là qu'on choisit qui plaît à tout le monde. Et dans la foulée, on a sur Eurosurveillance quelqu'un qui propose un fameux test en disant oui, c'est forcément ça. Et donc, moi, j'ai un test. Et c'est ce test-là qu'il faut utiliser partout qui va nous permettre de savoir si les gens ont la protéine qui va bien pour dire que c'est de ça qu'ils sont malades. Alors, cet article-là, il a été dénoncé par d'autres chercheurs qui ont dit mais ça vaut absolument rien votre méthode, mais c'est pas grave. Tout se déroule dans une vitesse incroyable, voilà, depuis les quelques malades jusqu'à dire on a trouvé le séquençage, c'est bon, et ensuite voilà, c'est le test. Et en France, il se passe quelque chose en même temps. Ça a même été abordé hier. C'est qu'on a un changement de définition des maladies respiratoires qui arrive exactement au même moment. Et donc, il est dit, voilà, c'est sur le réseau Sentinelle qui suit les maladies, à partir de mars 2020, tout ce qu'on appelait grippe avant, on l'appelle plus grippe, on l'appelle infection respiratoire aiguë, et à l'intérieur de ça, on va pouvoir piocher pour attribuer ce qu'on va attribuer à tel ou tel pathogène. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où on décide ça, donc ça, ce sont le nombre de grippes comptabilisées par les médecins en France. Et à partir du moment où on prend cette décision et dans ce contexte, eh bien, il n'y a plus de grippe en France. Ça a même été dit, hein, ils se sont félicités dans les journaux. Ah, grâce à nos bons soins, il n'y a plus de grippe. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on ne les compte plus. Donc, il n'y en a plus. Donc, la grippe a disparu, ça a même été affirmé.
il se passe quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que les hôpitaux, pour déclarer les maladies de leurs patients, utilisent quelque chose qui en français s'appelle la CIM-10, mais qui est une définition, une classification des maladies qui est détenue par l'OMS. C'est l'OMS qui décide de comment on qualifie les maladies, et donc tout est codé selon ce que décide l'OMS. Et à partir de janvier 2020, on est encore très tôt dans le narratif, il y a des codes d'urgence pour la première fois qui sont mis en place pour dire aux hôpitaux, lorsque vous voyez un malade qui a un problème respiratoire, c'est très fortement le gros soupçon, c'est que c'est du Covid, et donc vous codez en Covid. Et le code, c'est U071, notamment, maladie respiratoire à coronavirus. Et puis, il y en a d'autres aussi, U072, etc. Notamment U072 Covid-19 non identifié. Est-ce que j'ai mis la slide suivante? Non. U071, c'est celui qui dit « je suis sûr que c'est un Covid parce que j'ai un test », mais il se trouve que les autorités de santé ont dit « même si vous ne le savez pas, tout doit être codé en U071, quoi qu'il arrive ». Donc, même si on a du test ou pas de test, tout est codé en U071. D'ailleurs, les règles ont changé à l'hôpital assez rapidement. Au moment où on voit la courbe exploser en termes de nombre de malades Covid à l'hôpital, c'est le moment où on a dit « plus besoin de tests, tout est Covid, il suffit de le déclarer ». Et donc, il s'est passé quelque chose en 2020, c'est qu'il n'y a pas que la grippe qui a disparu. Dans les enregistrements à l'hôpital, ici, vous voyez en vert toutes les maladies qui ont disparu en 2020, les bronchites, les pneumonies, les bronchopneumatiques, les œdèmes pulmonaires, les maladies pulmonaires, les bronchiolites, la tuberculose, les bronchopneumatiques et les grippes. Et toutes ces maladies se sont effondrées dans les statistiques hospitalières en 2020. Et en revanche, ce qui a explosé, bien évidemment, c'est l'utilisation, ce sont les infections et maladies inflammatoires respiratoires qui viennent de l'utilisation du code d'urgence. Donc, tout ce qui a été en code d'urgence a été mis là-dedans. Et donc, ce que l'on observe quand on a l'augmentation des statistiques Covid-19, statistiquement, encore une fois, je suis statisticien, c'est un transfert dès la déclaration des anciennes cases vers la nouvelle. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, c'est bien des décisions bureaucratiques de décider de comment est-ce qu'on devait compter les choses qui font que derrière, il y a les statistiques et qui font tout ce qu'on peut raconter. Donc, et toutes ces statistiques ont servi à faire de la désorganisation organisée, mais tout cela grâce aux statistiques qui disent que nos morts et nos malades sont du fait du Covid dont on a déclaré d'où ça venait. Mais là, il se passe des choses bizarres quand même, parce qu'on est en pandémie. Ici, je vous ai mis le nombre de décès chaque semaine par pays. Tout ça est standardisé, évidemment. Donc, ça vient d'Eurostat. Et là, ce que vous voyez en rouge, en orange, ce sont les confinements. Donc, vous voyez l'année 2020 et vous voyez les différents pays. On a des problèmes sur l'idée de pandémie mondiale. C'est que la fameuse première vague qui est censée avoir tué la moitié du monde, on voit quand même des pics de décès à ces moments-là extrêmement précis de personnes âgées uniquement. Mais ces pics de décès, ils n'ont pas lieu partout du tout. Et en l'occurrence, vous avez la Belgique qui lance un confinement et des lois très strictes et voilà, on abandonne les gens chez eux, on n'y touche plus. Et on a un pic de mortalité très impressionnant. Et on a l'Allemagne qui oublie complètement cette histoire de Covid, qui ne met pas de loi particulière, mise à part à dire aux gens faites attention, et il n'y a absolument rien. Donc là, on a un problème dans l'histoire des choses qui se diffusent et qui vont toucher tout le monde. C'est que selon le pays, il n'y a absolument aucune cohérence. Pareil, je vous mets ici l'Espagne et le Portugal. Et donc, vous voyez l'Espagne, l'explosion des décès pendant cette période de confinement, et le Portugal, où on voit une légère augmentation, mais qui n'a absolument rien à voir avec les autres pays. Il y a des témoignages, vous voyez dans la presse en Espagne, qu'une fois les confinements terminés, les militaires sont rentrés dans des établissements pour personnes âgées et ont découvert des établissements désertés entièrement de leur personnel et avec les personnes âgées qui ont été abandonnées et qui sont mortes, non pas d'un virus, mais délaissées à l'intérieur. C'est aussi pour ça, qu'à mon sens, qu'il y a des études qui ont montré qu'en fait, il n'y avait aucune corrélation entre la mortalité et les confinements. Les confinements sont un des signes de la maladie, non pas virale, mais mentale et psychotique du pays, mais ne sont pas le seul facteur qui fait qu'il y a une mortalité. Le principe général, c'est l'abandon. Ceux qui abandonnent les gens ont des hausses de mortalité qui sont visibles et conséquentes. Ceux qui les abandonnent moins sur place ont moins de morts. Cette incohérence entre pays, elle a lieu au sein des pays, et ici, ce sont des départements français.
Donc, vous voyez, à gauche, ce sont les les départements autour de Paris en Île-de-France qui ont tous un beau pic de mortalité aux endroits où on est le plus proche du pouvoir et on applique le plus ce qui nous est dit. Et à droite, c'est la Nouvelle-Aquitaine, voilà, petite région de province qui n'a rien à voir avec ça et sur lequel il ne se passe absolument rien. Et donc, on a des incohérences massives aussi dans les données au sein des pays, ce qui quand même pose vraiment problème avec cette histoire de quelque chose qui a eu lieu de l'hécatombe mondiale et qui s'est répandu partout. On peut aller un petit peu plus loin dans les décès, puisque l'INSEE, donc ça ce sont des données INSEE, c'est public, c'est sur Internet, nous donne le nombre de décès quotidiens selon l'endroit où on est décédé. Et donc ça, ce sont le nombre de décès en France des personnes décédées à domicile, donc qui n'ont jamais vu le médecin, enfin qui n'ont pas été déclarées Covid par aucune autorité. Et on voit qu'on a un pic à peu près, les pointillés, c'est la moyenne habituelle, et on a un pic quand même pendant la fameuse première vague de confinement de mortalité qui correspond à peu près à 5200 personnes. Sauf que très rapidement, pendant le confinement, on a un organisme qui s'appelle Santé publique France qui tire à sonnette d'alarme, qui dit on n'a plus personne aux urgences AVC et infarctus. Les gens ne viennent plus. Vous leur avez dit de ne pas venir à l'hôpital et les gens, ils obéissent. Et donc, ils ne sont pas venus. Et il va nous manquer 5000 personnes. Donc, j'ai dit ça très vite. Évidemment, comme je suis inécoutable, on ne m'a pas écouté. Et dans le rapport de TATIH, il reconfirme avec les mêmes ordres de grandeur. Et donc, la surmortalité à domicile sur cette période-là correspond en proportion à quasi exactement aux personnes qu'on a abandonnées chez elles et qui sont mortes sans soins, alors que d'habitude, ce sont des personnes qu'on recevait à l'hôpital. Passons maintenant aux décès hospitaliers. Donc là, vous voyez, c'est rigolo. La courbe bleue, ce sont les décès hospitaliers habituels. En France, il y a 1 personne sur 2 qui décède à l'hôpital. C'est un lieu de décès, l'hôpital, et d'accompagnement de décès. Mais à partir du moment où on déclare du Covid, toutes les autres déclarations de décès s'effondrent. Voilà. Donc on n'a plus de décès, on a beaucoup moins de décès à l'hôpital. On a juste du Covid, qui est la courbe orange. Et là, on a le rapport dont a parlé tout à l'heure Vincent, le rapport Cauchelet-Fontanet du Conseil scientifique qui publie. À l'intérieur, il nous donne les armes pour comprendre qui est décédé à l'hôpital. Vous téléchargez le rapport et vous vous rendez compte que sur les déclarés décès Covid, il y en a 3000 sur les 17 000 qui sont venus pour Covid qui sont morts le jour même. Donc 3000 qui sont rentrés à l'hôpital et qui sont décédés en rentrant directement. C'est tellement énorme que dans leur modèle, ils l'ont sorti ça en disant ça, c'est le Covid rapide. C'est le Covid fulgurant. C'est véridique, hein, c'est dedans. Et puis après, il y a un autre Covid qui est le Covid habituel. Et si vous comptez depuis le rapport les gens qui sont morts dans les 3 jours en arrivant à l'hôpital, en osant faire la supposition que ce sont des gens qui sont arrivés bien trop tard parce que ça fait 15 jours qu'ils toussent dans leur coin et qu'on leur a dit de prendre du Doliprane et de rien faire, ils arrivent à l'hôpital, ils sont cuits. Et ceux qui meurent dans les 3 jours, c'est 6000 personnes. Et la surmortalité hospitalière, c'est 7000 personnes. Donc, en termes de proportion, c'est pareil. Mathématiquement, on est exactement sur le même ordre de grandeur de l'abandon. En termes de nombre de décès, le dernier, c'est les décès dans les EHPAD. Ça a été dit par Emmanuel. On a un beau pic de décès. C'est tellement énorme le Covid. Donc, vous avez vu qu'il y a en fait plein de départements où il n'y en a pas du tout. C'est même l'écrasante majorité des départements où on ne voit rien en termes de surmortalité. Mais en fait, quasiment tous les morts de tous les EHPAD français ont tous été déclarés Covid sur la période. Voilà. Vous mourrez. Tout le monde est mort Covid dans les établissements pour personnes âgées en France. Tout est déclaré. C'est la courbe orange. La courbe bleue, c'est ce qui reste hors Covid. Il ne reste quasiment plus rien. Et la surmortalité qui est au-dessus des pointillés, ça correspond à 5000 personnes. Et si on compte le nombre de boîtes d'ampoules de Rivotril qui a été utilisé comme palliatif au lieu de soigner les gens sur la période, eh bien, ça fait 5000 personnes aussi. Les consignes étant données au personnel de soins palliatifs, dès le début, de leur dire attention, il y a un virus extrêmement grave, très contagieux qui va décimer les personnes âgées. Il n'existe pas de traitement. Il faut les accompagner. Tranquillisez-les. C'est la consigne. Alors, cette consigne-là n'a pas été appliquée partout avec le même zèle, et c'est aussi pour ça qu'on a des différences très nettes entre les différents territoires, entre ceux qui ont choisi d'appliquer ça et ceux qui ont plutôt choisi d'autres méthodes. Donc, ce qui est un peu gênant quand même, c'est que quel que soit l'endroit où sont décédés les gens, il existe une explication relativement convaincante d'un point de vue statistique qui fait qu'il n'y a pas du tout besoin de faire interagir un quelconque virus dans l'histoire pour expliquer les morts qu'il y a eu. Ça, c'est quand même un problème.
Maintenant, on va passer au moteur. Qu'est-ce qui permet de faire peur aux gens? Ça a été les tests. Et pour ça, je vais commencer par vous montrer que tout le monde sait comment il faut compter les choses, et ça depuis le début, et notamment les fabricants de vaccins. On a deux fabricants de vaccins qui font exactement la même méthode, qui sont Pfizer et Moderna. Bon, d'ailleurs aussi, ils font à peu près le même vaccin aussi. Très intéressant. Alors, je ne l'ai pas dit. Bon, déjà, le premier truc qui doit vous sauter aux yeux quand vous lisez les rapports, c'est qu'on est quand même là, à ce moment où ils lancent les tests, on est en 2020. Tout le monde dit ça ne concerne pas les jeunes, ce sont que les personnes âgées qu'il faut protéger. Et donc, voilà, ce sera un vaccin pour personnes âgées. Si vous regardez à l'intérieur de ce qu'il y a décrit, les 2/3 et les 3/4 des candidats qui ont fait les tests sont des personnes de moins de 65 ans. Donc, entre ce qui est dit à ce moment-là, c'est un vaccin pour personnes âgées, et les tests, il y a un monde. Donc, il y a forcément quelqu'un, alors soit quelqu'un qui s'est trompé, soit quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Soit tout le monde est au courant que tout le monde recevra la piqûre, soit il y a une incohérence massive, et du coup, cette étude-là devrait être jetée, puisque ce n'est pas la bonne population. Deuxième chose, Pfizer et Moderna ne s'occupent absolument pas de savoir si les gens sont malades pour savoir si le vaccin est efficace, mais uniquement c'est basé sur des tests positifs, les deux. Et ça, c'est bizarre. S'il y a une maladie, ce serait quand même intéressant d'avoir un vaccin qui protège du fait d'être malade et pas d'avoir des protéines marquantes. Et dernière chose, ces deux études sont en observer blinded. Normalement, les études qui sont censées être probantes sont en double aveugle, double blinded, et ces deux-là sont en observer blinded. Ça n'existe pas quasiment dans la littérature des essais cliniques. C'est genre 3%. Donc, quelle est la probabilité que les deux laboratoires décident de faire exactement la même méthode qui n'est pas reconnue comme étant probante et qui en plus n'est utilisée par personne? Et ça pose un problème d'être observer blinded, c'est-à-dire que tout le monde peut savoir, notamment les candidats, s'ils ont reçu le placebo ou le vrai vaccin. Donc, vous piquez un type avec le vrai vaccin et vous lui dites bah, maintenant, tu es protégé, t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de te tester. Et puis, si tu as des symptômes, c'est probablement une petite réaction, rentre chez toi tranquille. Vous piquez l'autre avec le placebo, lui dites il y a quand même une maladie mortelle qui sort, si tu as des symptômes, ce serait quand même bien que tu te testes pour qu'on puisse te sauver. À votre avis, est-ce que les deux populations vont se tester avec la même fréquence? Eh bien non, évidemment. Donc, tout le monde sait à partir de ce moment-là qu'il y a un biais qui est énorme, qui est le biais du test. Et aucun des deux protocoles ne prévoit de faire un test tous les 3 jours aux gens pour corriger ce biais-là. Non, c'est sur le simple volontariat. Volontariat, pas tout à fait. Dans le BMJ, il y a quand même quelqu'un qui a témoigné en disant qu'il a bossé pour un des laboratoires de Pfizer et qu'ils avaient dissuadé les vaccinés de faire des tests, de façon à ne pas trouver de positifs parmi les vaccinés. Donc, vu qu'il existe au moins une personne d'un laboratoire qui, publiquement, ça sort sur un journal, dit que l'étude de phase 3 est bidon par au moins un laboratoire, normalement, tout s'écroule. C'est la logique. Maintenant, toute la presse est venue au secours de Pfizer pour dire que ça ne remettait pas du tout en cause puisqu'il n'y avait qu'un laboratoire. Mais logiquement, si au moins un est corrompu, c'est la totalité qui s'effondre. Ben non, pas là. Bon, et du coup, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils comptent des tests, mais en testant beaucoup plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés. Bah, voilà, chez les vaccinés, pas de test, pas de Covid, pas de Covid, pas de Covid. Donc, le vaccin est efficace. Le vaccin est efficace contre le fait d'être testé. Et on va voir, c'est la logique tout le temps. Donc, dès ce moment-là, les laboratoires, ou moins quelqu'un sait qu'il faut organiser le fait de tester plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés pour introduire le biais d'efficacité. Et donc ça, juste pour finir, vous finissez avec le papier où ils disent, voilà, les gens meurent, ça protège du fait, ils ne disent même pas que ça protège contre les formes graves ou quoi, ça a été rajouté par les politiques, ils disent que ça protège du fait d'avoir un test positif, hein, c'est leur discours. Et vous allez jusqu'au bout de l'étude et vous regardez le nombre de morts à la fin de l'étude dans les deux groupes. Pour Pfizer, il y a 15 morts au total, toutes choses confondues, hein, dans le groupe vacciné, et 14 dans le, j'ai mis vacciné, et 14 dans le groupe non vacciné. Donc en gris, c'est les non vaccinés. Alors que chez Moderna, c'est 16-16. Donc en termes de mortalité générale, il n'y a absolument aucun impact de démontrer d'aucune sorte. On a juste moins de tests positifs aussi parce qu'on a moins testé. Donc il n'y a aucun intérêt en termes de santé publique à utiliser ça, puisque en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est savoir si les gens ont un test positif et pas s'ils ne sont pas malades. Ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Je vais donner un exemple de contrôle, juste pour vous montrer que tout est là-dedans.
juste dans le fait de tester plus souvent les non-vaccinés que les vaccinés. Dans les populations actuelles, il y a à peu près 80% de gens qui sont vaccinés, on dit. Voilà. Donc là, je prends un exemple dans une population, j'ai 1000 personnes qui sont vaccinées et ils ont à côté d'eux, enfin pas tout à fait parce que c'est dangereux, mais 200 personnes qui sont non vaccinées. Vous mettez en place un système de coercition, par exemple qui s'appellerait un pass vaccinal, qui force les vaccinés à se tester à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce. Alors que les non-vaccinés, je veux dire, à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce. Alors que les vaccinés, c'est à leur libre arbitre selon ce qu'ils veulent. Donc, vous avez les plus trouillards du tas qui font tout le temps. Et sur les 200 personnes, il y en a à peu près 8 sur 10 qui se font tester, puisqu'ils sont obligés. Ça fait que vous avez fait 160 tests. Alors que chez les vaccinés, il n'y en a qu'une sur 10 qui est testée. Vous n'avez fait que 100 tests. Donc, même si votre vaccin n'a absolument aucun impact, mais rien sur la positivité, il ne joue pas, hein. Il fait 10% de positivité pour tout le monde. Du coup, ça vous fait 16 tests positifs chez vos non-vaccinés et seulement 10 tests positifs chez les personnes vaccinées. 16 positifs sur 200 personnes, ça fait 80 pour 1000. Et 10 positifs sur 1000 personnes, ça fait 10 pour 1000. Vous dites, vaccin hyper efficace, j'ai 8 fois plus de positifs. Et donc, ça fait une efficacité à 80-90%. Et ben voilà, c'est là. Une fois que vous avez ça, vous avez compris. Tout est là-dedans. Tout est dans le comptage. Et donc là, vous avez assez rapidement là, un article qui sort ici, c'est de New England Journal of Medicine, là, ce qui a été fait avec Israël. Donc, c'est Pfizer qui fait ça avec Israël, qui vous dit, voilà, c'est sûr et efficace, mais en utilisant la même méthode. Ils prennent les données de la sécurité sociale, l'équivalent d'Israël, et ils regardent si les gens sont positifs ou pas après être vaccinés, mais sans jamais avoir contrôlé s'ils ont été testés le même nombre de fois. Comme ils ont mis en place un pass sanitaire, on est dans le cas que je vous dis. On teste beaucoup plus les non-vaccinés, on trouve plus de positifs. Bon, en plus, la première chose qu'on fait normalement quand on voit une étude, c'est qu'on regarde les liens d'intérêt entre les protagonistes et puis les commanditaires. Et en l'occurrence, ils ont tous des liens avec Pfizer. Et le gouvernement israélien avait passé un accord avec Pfizer. On vous fait une belle étude contre des doses. Donc tout le monde a intérêt à sortir cette étude qui normalement devrait rester aux oubliettes. Statisticiens du ministère de la Santé français, pareil, ils disent que les vaccinés, c'est beaucoup moins malade que les autres, pas moins malade, c'est beaucoup moins testé, il y a beaucoup moins de tests positifs. Et donc, les statisticiens du ministère de la Santé français répliquent le même biais que les autres. On est toujours dans le même biais. On ne corrige pas cette différence de test. Toute l'efficacité vaccinale vient du fait que les gens ne sont pas obligés de se tester quand ils sont vaccinés. Là, c'est leur superbe courbe qui explique, là, on l'explique tout. Donc, on est en plein mois de juillet, hein, donc plein mois de juillet, c'est toujours habitude où il y a évidemment, tout le monde le sait, des grosses épidémies de grippe, et donc surtout en France. Et donc là, 12 juillet, on met en place le pass vaccinal, pass sanitaire à l'époque. Donc testez-vous, sauf si vous êtes vacciné. Qu'est-ce qu'on voit sur la courbe? Les non-vaccinés sont obligés de se tester tous les jours. Donc fatalement, on a une explosion du nombre de tests positifs chez les non-vaccinés parce qu'ils se testent. Les une dose, ils sont aussi en violet, ils sont obligés de se tester. Donc au début, ils ont une courbe qui explose, mais les primo-vaccinés, ça s'arrête dès qu'ils font la deuxième dose, donc c'est pour ça que la courbe tombe. C'est tout. Et les complètement vaccinés, eux, ils se testent parce que le vaccin est complètement efficace, mais quand même, ils n'y croient pas trop. Et voilà, et donc ces courbes, c'est juste ça. C'est le nombre de tests réalisés par les personnes du fait de règles administratives. Il n'y a aucun moyen, à aucun moment, on a montré qu'il y avait un quelconque intérêt, mis à part ces règles. Et sur les risques de forme grave, c'est le même biais, tout pareil, c'est le même biais. Et donc ici, il se passe un truc rigolo, toujours pareil sur les fameux tests positifs selon statut vaccinal. Vous voyez que les non-vaccinés, au début, où est-ce qu'ils sont les non-vaccinés? Ce sont les oranges, donc ils sont tout en haut parce que les vaccins sont sûrs, efficaces, ils marchent, mais c'est juste qu'il y a un pass sanitaire, donc ils sont obligés de se tester tout le temps. Et donc ça, c'est ce qui explique la courbe. Ensuite arrive le fameux Omicron où tout le monde est positif. Parce qu'en fait, le Omicron change la procédure de test. On rajoute des têtes dans les tests et du coup, avec ça, tout le monde est positif tout le temps. Et donc, ça vous fait la superbe vague ici des vaccinés, non vaccinés, tout le monde est pareil. Et après, une fois qu'on enlève le pass sanitaire, avant, les non vaccinés étaient obligés de se tester. Et donc, ils étaient plus testés. Mais si on enlève la règle, ce sont les plus stressés du tas ou les plus malades qui vont se tester le plus souvent. C'est qui les plus stressés du tas ou les plus malades? C'est les 3 doses. Et donc, la courbe noire passe au-dessus de tout le reste juste au moment où vous avez enlevé le pass sanitaire. Point. C'est tout. C'est la contrainte de test qui fait la pseudo-efficacité.
En tel point, ici, ça, c'est les données officielles des statistiques françaises. Vous prenez la part des tests positifs, négatifs, symptomatiques, asymptomatiques. Vous vous rendez compte que depuis le début de cette histoire, les symptomatiques, donc ceux qui sont malades déclarés du Covid, en fait, sont plus souvent négatifs, c'est chiant, que ceux qui sont malades du Covid, mais qui sont soi-disant positifs. Et aussi, on a qu'est-ce qu'on a? On a les positifs asymptomatiques qui sont aussi plus nombreux que les positifs symptomatiques. Et donc, en fait, depuis le début de cette histoire, il n'y a pas la moindre statistique qui est cohérente. Et vous voyez que le chiffre évolue uniquement à partir du moment où on rentre le test Omicron. Et là, les statistiques de positivité explosent, mais pour tout le monde, dans la même proportion. Selon ces statistiques, il n'y a pas de corrélation aucune entre aucun test et aucune maladie et aucun effet vaccinal non plus positif de démontrer. Tout cela, c'est du comptage. Du comptage lié à des règles administratives. Pour terminer, puisque ça vous intéresse, je fais très court. Une manière on a parlé des effets indésirables, notamment des décès, c'était très bien présenté par Emmanuel, donc je ne vous refais pas la pharmacovigilance, mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé les données de décès partout, dans tous les pays d'Europe, que j'ai standardisé pour évaluer ce qu'était la mortalité normale et que j'ai mis en face les courbes de vaccins pour voir ce que ça donnait, pour savoir si des fois, il n'y aurait pas un petit lien. Parce que si vous voulez, sur Euromomo, qui est le site qui s'appelle European Mortality Monitoring, vous voyez que chez les 15-44 ans, depuis juillet 2021, chez les jeunes, eh ben, il y a trop de morts partout en Europe. On a trop de morts chez les jeunes. C'est public, c'est sur Euromomo, tout le monde peut aller le voir. Il n'explique pas, bah voilà, la mortalité des jeunes depuis juillet 2021. Qu'a-t-il bien pu se passer en juillet 2021 en Europe? Personne ne le sait. Mais voilà, il y a trop de morts par rapport à d'habitude. Donc moi, je télécharge les données officielles d'Eurostat, je calcule ce qu'est la surmortalité, donc ce sont les barres rouges, la sous-mortalité, ce sont les barres vertes, et puis en dessous, je récupère le nombre de doses distribuées de vaccins. Donc vous avez les deux courbes. Donc là, on est au Portugal chez les 15-24 ans, où il y a une belle poussée de la surmortalité au niveau de l'été 2021, c'est étrange, qui a lieu exactement au moment où on lance la campagne vaccinale. Le hasard fait étrangement les choses, probablement des accidents de trottinette quand on va faire sa dose. Eh bien, pour les 25-49, je vous mets la Hongrie. Donc, les Hongries, c'est les grands gagnants, hein. Vous avez des campagnes vaccinales qui sont données très tôt chez les jeunes, ici chez les 25-49, et vous voyez toutes les doses sortir absolument parfaitement sur le graphique. Donc voilà le hasard qu'on trouve entre les doses distribuées et la mortalité. Oui. J'ai accéléré parce qu'on m'a fait signe. Pour les 50-59 ans en France, c'est pareil. On a toutes les doses qui ressortent comme il faut, de manière très visible. Vous voyez qu'à partir de ces âges-là, on voit aussi une courbe d'augmentation de la mortalité qui commence à apparaître aussi en octobre 2020. Ce qui fait que des fois, on m'a dit, oui, mais vous voyez bien qu'il y a des hausses de mortalité à d'autres moments. Oui, il y en a à d'autres moments. Peut-être qu'on a d'autres explications. Notamment celle de mars-avril, on a montré que comme on avait abandonné les gens et qu'on ne les a pas soignés, oui, on a une hausse de mortalité, oui. Oui, ça on l'a déjà dit. Il y en a une en octobre aussi, on la retient. Là, c'est pareil. Donc, vous avez la belle hausse de mortalité en octobre, mais en Autriche, vous avez pour les 60-69 ans des courbes de mortalité qui épousent parfaitement le nombre de doses distribuées à la population, notamment aux personnes âgées. Voilà. Et la troisième dose, elle a été très efficace. Pour les 70-79 ans en Italie, voilà, on a… pardon. En Italie, 70-79 ans, on a la fameuse première vague où on a abandonné les gens. Il y a même des écrits, des rapports, notamment, je crois que c'est du Sénat, qui explique que les gens sont morts notamment de crise cardiaque chez eux, etc. C'est public. On a la hausse d'octobre, et puis on a les campagnes vaccinales qui se voient très bien, et notamment la fulgurante première dose qui a eu un succès fou. Alors, donc, à chaque fois, on a vraiment quasiment toutes les doses qui apparaissent comme il faut. Et pour les plus âgés, on a mars-avril 2020, où on a abandonné les gens et où cette explication suffit à expliquer toute la mortalité. Et on a une autre en octobre. Et moi, à la base, alors moi, je suis vacciné tout ce qui existe à la base. Hein, donc, je me suis intéressé à de savoir qu'est-ce qui allait se passer si je mettais sur le même graphique la distribution des vaccins anti-grippaux. Sans penser qu'ils trouvaient quelque chose. Et là, j'ai été très frappé de voir que, en fait, en 2020, la grippe a disparu. Je vous l'ai montré. Les autorités l'ont dit, d'ailleurs. Voilà, je vous ai montré qu'il y a un transfert de codage, mais le discours, c'est que la grippe avait disparu.
mais ça a quand même été le record européen, je ne sais même pas à d'autres échelles, en France et en Europe, du nombre de doses de vaccins antigrippaux distribuées pour une maladie déclarée disparue. Et dans un contexte où on disait c'est le coronavirus qui tue et pas la grippe. Il se trouve, quand on met les données en face, que cette hausse d'octobre qui est assez impressionnante chez les personnes âgées, elle correspond exactement à la distribution des vaccins antigrippaux aussi. Et elle se voit dans les pays qui vaccinent énormément contre les vaccins antigrippaux. Dans un contexte où chacun sait qu'il y a des proches, en tout cas personnes âgées, que ce genre de vaccin donne des symptômes grippaux, de rhume, après, notamment chez les plus faibles, et là, on est dans un contexte où on dit que si tu as un rhume, c'est forcément une maladie mortelle Covid qu'on ne sait pas soigner et pour laquelle on va t'accompagner en palliatif. Donc voilà, on a une hausse de mortalité de personnes malades qui vont être déclarées Covid avec les symptômes correspondants dans un contexte de vaccination antigrippale. Puis ensuite, la hausse de mortalité hivernale habituelle et puis une belle bosse de mortalité qui est parfaitement concomitante aux injections anti-Covid-19 pour les plus âgés. Donc voilà, pour la fraude statistique et pour vous montrer que ce qui compte, c'est le comptage. Et que quand on maîtrise le comptage, on maîtrise le message de la statistique. Je vous remercie.